À l'approche de Noël, les drones seront encore cette année les produits stars à poser au pied du sapin. Alors quel modèle choisir? Pour quels usages et budgets? Quelles sont les règles à respecter et les risques encourus? Quel avenir pour ces petits objets volants? Pourront-ils nous livrer, voire nous transporter un jour ou pire représenter une menace? Débat. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Vous retrouvez le débat high-tech chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemacom. Sur nos chaînes Dailymotion et YouTube, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Sur iTunes et podcasts en HD ou en version audio. Enfin, n'hésitez pas à télécharger l'app ORLM pour iOS, disponible sur l'App Store pour iPhone, bientôt pour iPhone 10 et iPad, mais aussi pour Apple TV. Cette semaine, des petits objets volants bien identifiés, ceux-ci sont venus se poser dans le studio de 42. Regardez, il y en a tout plein. Elles ont suivi ces petites bêtes, leur maître, notre maître et spécialiste des drones, Laurent Kong, cofondateur du site helicomicro.com. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Helicomicro.com, c'est un site d'actualité quotidien, on trouve plein d'informations sur les drones et aussi beaucoup de tests, je crois. Tout à fait, c'est comme ça qu'on a fondé ce site avec Frédéric Botton, mon associé et comparse. Grand spécialiste des drones. Le grand spécialiste des drones, encore plus spécialiste que moi, je pense. Tout à fait, où en fait on était passionné par ces petits objets qui arrivaient, mais on ne trouvait pas d'informations au départ. Et donc on s'est dit, avec notre savoir-faire, qu'on allait pallier à ce manque. Et on trouve également toute information concernant tout ce qui est législation, dont on va beaucoup parler ce soir, de réglementation notamment, parce que c'est un objet, un point important qui revient souvent dans les questions, notamment sur Twitter, concernant cette émission. Il y a une autre activité que tu as lancée en parallèle, c'est une activité de racing. Tu peux nous en dire quelques mots? Alors, c'est une organisation événementielle, d'organisation de courses de drones, de courses officielles, qui est parrainée par la FAI, donc la Fédération Aéronautique Internationale, et on organise effectivement des manches de Coupe du Monde, notamment, pour la Coupe du Monde de drones. Voilà, on verra tout à l'heure qu'on va essayer de vous résumer les différents usages possibles des drones aujourd'hui, les différentes applications, et bien sûr les jeux et la course de drones a un bel avenir apparemment devant elle. En duplex, celui qui n'a pas encore trouvé de justification pour se payer un deuxième drone, mais je sais qu'après cette émission, il risque encore de craquer. Stéphane Zibi, consultant. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tu es prêt à faire chauffer la carte bleue? J'en ai déjà un qui est utilisé par mes grands garçons. Ouais. Il se prête pour Spielberg, etc. Mais quand on en a un, on en voit tout de suite un autre qui est encore mieux. Ouais. Encore mieux, et c'est vrai que... Voilà, après, il faut bien cibler les usages, on en parlera après. Tout à l'heure, en duplex, celui qui peut tranquillement faire voler ses drones le long des verts pâturages suisses où il habite. Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier. Ouais, je crois que la législation suisse est un petit peu plus permissive, mais voilà, sachant que on en parlera tout à l'heure. Et dernier chroniqueur, Monsieur X, est ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué et qui lui est resté dans sa cuisine apparemment. Il n'a pas décollé encore. Bonjour Monsieur X. Non. Toujours cloué au sol, mais je suis très content de participer à cette émission. On m'aurait dit que j'aurais participé à une émission sur les drones quand j'étais petit, ça m'aurait fait rêver, j'ai l'impression d'être dans un film d'espion. L'attaque des drones, monsieur X, l'attaque des drones. Allez, avant de répondre à toutes les questions que vous posez sur les drones, place au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est le résultat de notre sondage publié sur Twitter cette semaine, Didier. Oui, et on vous demandait en fait ce qui pourrait vous freiner à l'achat d'un drone, et arrive quasiment à égalité le prix et la législation, qui sont quand même les deux freins majeurs, je pense, sachant que l'autonomie et les difficultés de pilotage arrivent à 11 et 6%. Donc voilà, le prix, c'est clairement le prix quand même aujourd'hui. Un bon drone, ça vaut quand même 500 000 euros. Hein. Oui. Et puis on va voir ensemble qu'il y a différents drones à essayer de pallier avec Laurent, de faire une sélection de drones aussi à petit prix. Et puis la législation, nous y reviendrons un peu plus tard dans cette émission. Mais d'abord un point sur justement les meilleurs drones du marché pour vous aider à bien faire votre choix. Drone, quel modèle choisir? Pour quels usages? Laurent, quels sont concrètement les points clés à surveiller avant d'acheter pour pouvoir bien choisir ces modèles? Quels sont les points à regarder dans les spécifications? Alors, d'un point de vue purement technique, il faut d'abord savoir ce que l'on veut faire. Ouais. Est-ce que l'on veut simplement piloter, plaisir de voler, ça existe, ou alors est-ce qu'on veut... Comme de l'aéromodélisme en clair, comme les hélicos, les avions tout à fait, avec encore, une notion vidéo en plus malgré tout, puisqu'on peut avoir un retour vidéo. Tout à fait, on peut pas forcément pour filmer. Voilà.
Donc c'est pas le même but de vouloir filmer en immersion, voler en immersion et simplement filmer. Savoir si on veut faire des films ou des photos, simplement. Et puis quel budget a-t-on aujourd'hui ? C'est essentiel. Alors après, aujourd'hui, sur le plateau, on a des drones qui sont essentiellement dédiés à l'application photo-vidéo de loisirs, et pas tout à fait pour le plaisir de voler, parce que c'est des appareils qui sont extrêmement assistés. On y reviendra un peu plus tard. Comment choisir ? Le budget, évidemment, hein, c'est le premier critère d'entrée. En dessous de 500 €, c'est compliqué. De trouver un produit qui soit véritablement... pas considéré comme un jouet, quoi, en gros. Tout à fait. Le point clé, peut-être l'autonomie. En moyenne, l'autonomie de vol, c'est de combien pour un bon drone aujourd'hui ? Alors, tout dépend de sa taille. Et de son poids, forcément. Alors, c'est intrinsèquement lié. Il y a des aspects de législation aussi qui rentrent en considération. Aujourd'hui, sur des drones grand public, le temps de vol moyen est d'une vingtaine de minutes. Alors, ça va un petit peu plus et un petit peu moins. Mais on atteint quasiment la demi-heure aujourd'hui en vol avec un Mavic par exemple. Donc le nivellement et les prix se font d'abord bien sûr par les fonctionnalités, mais tu l'as dit, par l'autonomie et aussi par la qualité vidéo évidemment des caméras, parce que ça devient de plus en plus des outils de prise de vue plus que des outils pour le plaisir de voler, quoi. Alors ça s'est transformé au fil des années. Ça a commencé par être des plateformes volantes pour devenir des caméras volantes. C'est DJI qui a opéré ce virage. Oui, tout à fait. Avec GoPro à un moment donné, et puis après, DJI a mangé un peu GoPro. GoPro est un cas particulier. On y reviendra, je crois, un peu plus tard. Mais effectivement, DJI a commencé par créer des plateformes volantes sous lesquelles on accrochait des caméras sportives. Donc le marché des GoPro était encore à son plus haut niveau. Et je pense que DJI a senti la tendance descendante de ce segment et a tout de suite opéré des rachats stratégiques dans la vidéo, la photo et vidéo. DJI, en quelques mots, mais on va beaucoup en parler ce soir, il y a déjà 2 modèles de DJI qui sont représentés. C'est aujourd'hui le porte-étendard du marché, on peut le dire. Tout à fait, ils ont entre 65 et 70% de part de marché. On y reviendra. Quid des modèles maintenant ? C'est vrai qu'on trouve là, à l'occasion de Noël, qui arrive bientôt, plein de modèles dans les supermarchés sur Amazon et partout ailleurs, des modèles à moins de 100 €, ou moins de 50 €. Est-ce que c'est un bon choix pour commencer sans risque ? Là, on ne risque pas surtout que le pire peut arriver, un crash peut arriver facilement. Donc, investir 1 000 € comme celui-ci et sans avoir jamais piloté un drone, ça peut faire réfléchir. Oui, effectivement. Alors, pour ce qui est des appareils de supermarché, il faut être très attentif aux spécifications, ne pas hésiter surtout à aller se renseigner préalablement sur Internet, sur les spécifications réelles, parce que vous ne trouverez pas ces infos-là en supermarché, ni sur les boîtes qui sont... Helicromicro.com. Par exemple, c'est une bonne source, effectivement. On essaye d'être assez exhaustif. Alors, le marché est un peu complexe et très large. Il y a une énorme production chinoise. Il ne faut pas se le cacher, tout est produit là-bas. Comme la plupart des produits high-tech aujourd'hui. Certes, mais il y a encore un phénomène qui est amplifié dans ce milieu-là, c'est que vous trouvez des appareils identiques sous parfois 5, 6, 7 marques différentes. Il est extrêmement facile de les confondre. Ce sont des clones, ni plus ni moins, avec des couleurs différentes. On trouve même des clones de Mavic pliables, mais c'est pas du tout à des prix différents en toute concurrence, mais ça n'a rien à voir. Il faut faire très attention. Oui, tout à fait. Oui. Alors, théoriquement, ces produits-là, vous les trouverez pas en supermarché. Vous les trouverez sur Internet, par contre, effectivement, extrêmement facilement. Grand distributeur type Amazon, par exemple. Par exemple. Ouais. AliExpress plutôt. Ou AliExpress, oui. Ou Amazon aussi. AliExpress, c'est le grossiste. Gearbest peut-être, Didier. Gearbest, Wish, tous ces nouveaux sites de e-commerce qui sont un peu à la mode. On arrive effectivement à trouver Banggood également, qui est un gros fournisseur pour tout ce qui est drone. Effectivement, il faut savoir faire son choix de manière très avisée. Bon, alors justement, le choix, tu nous as proposé une petite sélection de produits à peu près presque tous les prix. Il y a 3 ou 4 gammes de prix aujourd'hui que tu as identifiées. Alors, il y a différentes familles de drones par laquelle veux-tu commencer ?
Alors, on va commencer peut-être par le moins onéreux, le plus, entre guillemets, le plus accessible. On a Parrot qui a sorti, maintenant il y a quelques semaines de ça, le Mambo SPV. Donc c'est un Mambo classique, celui qu'ils avaient sorti avec des pinces, un petit canon à billes, etc. Donc ça, c'était plus un mode on joue et ça, c'est un jouet. Plaisir de voler ou non? Alors, un petit peu. Ouais. Maintenant, avec ce mode FPV, oui. Il a une caméra en plus. Voilà, il est doté d'une caméra HD. Air de rien, Wi-Fi. 720p. 720p, effectivement. Vous pouvez retrouver l'image de cette caméra sur votre smartphone que vous pouvez mettre dans un masque de réalité virtuelle. Donc il y a un masque quand même qui est livré avec. Qui est livré avec, tout à fait. C'est vraiment... Alors maintenant, c'est la grande tendance, on le voit aussi, l'arrivée de ces masques sur la plupart des modèles du marché. Oui. C'est vraiment immersif ou c'est un gadget? Non, c'est extrêmement immersif. C'est extrêmement immersif, mais c'est... alors, ça demande un petit temps d'adaptation. Oui. Parce que forcément... on glisse son smartphone dedans, c'est voilà, bien ça. On glisse son smartphone dedans et on est complètement coupé du monde. Donc, il y a cet aspect complètement immersion. Alors, on n'est pas dans l'immersion comme de l'Oculus où c'est 360 degrés quand vous bougez la tête, vous naviguez dans l'image. Non, là, c'est pas tout à fait ça. C'est que vous recevez uniquement l'image qui provient de la caméra. Il n'y a pas de mouvement de tête, ça ne suit pas votre mouvement. Le drone ne suit pas les mouvements de votre tête, pas encore en tout cas. En tout cas, pas sur celui de Parrot. Mais ça permet de piloter, donc ça demande un petit temps d'adaptation. Les distances, l'appréciation des distances à travers d'une caméra se fait un petit peu différemment. Il y a un temps de réaction, évidemment. Il y a un léger temps de réaction. De latence. Je sais qu'ils travaillent beaucoup sur les firmware chez Parrot pour améliorer justement et réduire le plus possible ce temps de latence tout en conservant une bonne qualité d'image. C'est ce qu'il y a de plus complexe aujourd'hui. Et il est assez évolué, tu as choisi ce modèle parce qu'on peut le piloter aussi bien à l'iPhone ou avec sa propre télécommande. Tout à fait, de manière indépendante. Ouais. Il a une télécommande qui se relie en Bluetooth sur le smartphone, puis en Wi-Fi vers le drone. Et on plug l'iPhone dessus pour pouvoir avoir le retour caméra, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors, on a fait quelques images de démo, on va essayer de les commenter. La configuration est simple, tout se fait via une application sur l'iPhone. On peut le piloter à l'iPhone ou à la télécommande. Oui. C'est vraiment bien pour commencer ce type de drone? Alors, si vous n'êtes pas sûr d'aimer piloter un drone, etc., oui, c'est un bon produit parce qu'il est très facile à prendre en main. C'est très automatisé. Un simple bouton permet de le faire décoller, de le faire atterrir. Quand on ne touche à rien, il est stabilisé, il est extrêmement bien pour ça. Après, il y a différents modes de pilotage que l'on peut débrayer. Donc, on le soumet un petit peu moins aux assistances pour avoir plus de liberté dans les mouvements, plus de réactivité, plus de puissance, quand on est un peu habitué, pour aller un peu plus vite. Et il permet d'évoluer, alors essentiellement quand même en intérieur, un petit peu en extérieur, mais très peu. Mais c'est uniquement effectivement pour le plaisir de piloter. Espérez pas avec cette caméra, 720p, ça reste maintenant entre guillemets entrée de gamme aujourd'hui. Espérez pas faire des photos de vacances ou des selfies avec. En termes d'autonomie et de portée, on est assez limité. C'est un modèle plutôt basique. En autonomie, on est quoi autour du... Alors, annoncé 10 minutes, mais dans la réalité, on est plus aux alentours de 6-7 minutes avec un bon rythme. Ouais, et en termes de portée? Alors en termes de portée, ça dépend beaucoup de votre environnement. Si vous êtes dans un environnement urbain très chargé Bluetooth, de Wi-Fi, la télécommande, donc forcément. Wi-Fi, Bluetooth. Elles sont Wi-Fi sur les modèles plus évolués. Entre 10 et 40 mètres grand maximum. Ouais. D'accord. Et par contre, c'est un modèle extrêmement compact, donc facile à transporter. Pour s'initier, oui. ça semble. C'est un excellent produit pour se plonger dans cet univers-là. 73 grammes, je lis, compact, et il fait à peu près 18 cm de côté, et son prix est assez raisonnable. Il y a une promo en plus, je crois, en ce moment. Tout à fait, oui. Ils sont pour le Black Friday. Donc ils sont autour des 150 €. Bon, ça tombe bien, l'émission arrive le vendredi, donc Black Friday, parfait. Une petite réaction, monsieur, peut-être sur Hangout. Parrot, tu connais bien, je crois, Stéphane. Tu as pris le modèle un peu plus évolué, on en parlera tout à l'heure peut-être dessus. Non, mais j'avais déjà pris des modèles un peu plus entrée de gamme, parce qu'il y avait souvent des promotions. Et c'est vrai que c'est très bien pour démarrer. Le seul truc que ça a généré, c'est de l'envie d'avoir le modèle supérieur. Ah, ils sont forts. Donc ça a donné... Non, mais en tout cas, dans ma famille, en tout cas mes deux grands-enfants ont tout de suite voulu embrayer sur le modèle supérieur. Et dès qu'il y a eu une promo sur le modèle supérieur, j'ai fait la même chose. Alors, on en dira un petit mot tout à l'heure avec Laurent. Tu voulais aussi nous parler d'un autre modèle un peu d'entrée de gamme, parce qu'il y a énormément de modèles chinois, et tu en as trouvé un qui était très sympa également. Oui, tout à fait. Oui. Alors nous, on a entre guillemets
chasser un peu. On a un l'affût avec la bonne affaire. Ouais, c'est ça. De la bonne affaire et du produit vraiment sympa et permettant de bien démarrer. Alors, c'est le HeatShine E013. Donc, ça se trouve pour la modique somme de 89 € en France et un petit peu moins en Chine. On est aux alentours de 56 € en Chine environ. C'est un microcoptère. Alors là, ça fait 25 grammes, c'est tout petit. Ça tient dans la main. Ça tient dans la main. Ça fait 65 mm, donc c'est vraiment tout petit. C'est entièrement protégé, les hélices sont carénées. Il y a une caméra FPV dessus, alors qui n'est pas du Wi-Fi, qui n'est pas en HD du tout, qui est du 5.8, du HF standard. Mais c'est un produit qui vole extrêmement bien, donc qui est très peu cher également, et qui permet de vraiment s'amuser en FPV. C'est livré avec la télécommande, une batterie et le masque de FPV, justement, avec le récepteur. Donc c'est prêt à voler, très solide. Et on peut vraiment s'amuser. Pour les amateurs de jeux vidéo, on peut citer Micro Machines, Micromania, donc ces petites courses qu'on fait dans des environnements de maison, domestiques. Et bien là, c'est exactement cet effet-là, avec la 3e dimension. Et je peux vous dire que même les plus grands pilotes d'actuels utilisent ce type d'appareil-là pour s'amuser chez eux en intérieur. Oui, parce qu'on n'a pas forcément l'espace, notamment en zone urbaine. On verra que pour trouver des zones pour voler, c'est pas forcément évident. Et ces petits drones qui peuvent paraître un peu sous-dimensionnés par rapport à ceux-là, au moins permettent de voler quasiment en intérieur et à peu près partout. Oui, tout à fait. Et puis ça permet surtout de bien appréhender le pilotage et la difficulté du pilotage. Avant de continuer le tour d'horizon des modèles de marché qui sont là, et puis on donnera la parole à un petit camarade sur Angot, vous intervenez si vous avez quelque chose à dire. On a vu émerger plein de petits drones compacts comme celui-là, mais dédiés au mode selfie. C'est très à la mode il y a un an ou deux, notamment, on se souvient tous du drone Lily pour se filmer et qui a été abandonné depuis. C'est une arnaque, c'est ça d'ailleurs, Lily, oui, tout à fait. Ouais. C'était lancé en précommande, enfin le financement était assuré par les précommandes qui ne sont jamais arrivées. L'un des fondateurs c'est parti aux Bahamas. Voilà, est parti avec la caisse effectivement. Donc, ça a été racheté par un groupe, il relance quelque chose mais sur le même mode. Beaucoup de gens qui avaient laissé, je crois en précommande, pas loin de 500 €, ont perdu leur argent. La marque, j'ai vu qu'elle continuait, non ? Oui, tout à fait. Ils lancent maintenant Lily Next Gen. Donc c'est globalement le concept du Mavic, mais chez Lily, en moins cher. Sur une société qui n'a jamais lancé quoi que ce soit dans le monde du drone. Autant vous dire qu'on vous déconseille grandement de... Alors, il y avait une autre vidéo, à part celle du Lily, qui est l'idée que c'est un golf, un drone pour vous filmer. Ça peut servir si vous jouez au golf, pourquoi pas. Il y avait le fameux Air Selfie qui a fait énormément buzzer, ce modèle qui est un peu plus grand qu'un iPhone, entièrement caréné. Oui, tout à fait. On peut glisser dans un sac à main. C'est vraiment aussi prometteur que la vidéo ou non ? Oh, non, c'est à fuir totalement. On l'a essayé avec Fred. Alors c'est disponible, vous pouvez l'acheter effectivement sur Amazon. C'est un peu plus de 300 €. Mais alors j'ai une chose à dire, fuyez. Voilà, gardez vos sous, faites autre chose avec. L'image est médiocre, malgré une définition annoncée qui est élevée, 1 minute 50 d'autonomie en vol, une stabilisation affreuse. 1 minute 50 ? Oui, tout à fait. D'accord, il ne faut pas louper son Non, c'est à fuir absolument. Bien, la seconde famille de drones que tu nous as amené, c'est pour la prise de vue pure, c'est bien plus que le selfie, quoique le Spark qui est là, qui a vraiment cassé la baraque quand il est arrivé au printemps de l'année dernière, de cette année. Tu peux nous en dire quelques mots. On est quand même dans une gamme de prix qui reste raisonnable par rapport à la gamme de prix habituelle de DJI, qui est plutôt des drones pour les pros, voire les prosumers. Tout à fait, oui. Amateurs. Le Spark arrive sans sa télécommande aux alentours de 500 €, un petit peu moins de 500 €. C'est-à-dire que tu peux le piloter, tu n'es pas obligé d'avoir la télécommande, tu peux le piloter avec l'iPhone. C'est vendu en pack avec une télécommande que tu as à côté de toi. Celle-là qui fonctionne en Wi-Fi, c'est celle-là. Il n'y a pas d'écran sur celle-là. Alors non, maintenant DJI ne fournit pas d'écran, c'est votre smartphone qui vous fournit. On met le smartphone en dessous ici. Voilà, exactement. Voilà. Alors il a fait, le Spark a eu
est arrivé un peu après le Mavic, réutilise une partie des technologies du Mavic, notamment l'évitement d'obstacles, c'est la petite partie que l'on voit ici. Voilà, grand. C'est grand. DJI a lancé maintenant avec le Mavic et les fantômes et la série des fantômes une technologie d'évitement d'obstacles, ce genre de choses, de collisions, qu'on retrouve très partiellement, évidemment, de manière très légère sur le Spark et sur le Mavic. Alors, ça fonctionne dans certaines conditions. Espérez pas éviter les petites branches et tout ce qui s'ensuit, mais ça fonctionne quand même pour les gros obstacles et les personnes. Attention quand même, soyez prudents, c'est pas infaillible. Et donc, on va peut-être voir la vidéo de la démo. Il est vraiment très simple d'emploi, c'est-à-dire tu le fais décoller sur la main. Tu peux le faire décoller de ta main. Ce qui est plutôt rare pour la plupart des drones. Alors, ce qui est rare, et quoi qu'il en soit, avec Fred, on vous le déconseille fortement. Voilà, donc oubliez ce que j'ai dit. Non, c'est possible, parce qu'effectivement, DJI a développé une application justement de selfie, de prise de vue automatisée. Oui, un peu dans l'idée du selfie, mais avec une vraie caméra. Tu as dit c'est du Full HD. C'est du Full HD, oui, tout à fait. Celui-ci, c'est le nouveau film en 4K. Celui-ci, c'est du 4K, donc forcément, on comprendra après la différence de prix. La caméra est stabilisée. Ouais. Alors, c'est un mix de stabilisation mécanique et de stabilisation numérique. C'est-à-dire que DJI a fait une grande partie de sa réputation sur la stabilisation de ses caméras. Donc, c'est ce qu'on appelle des gimbals. C'est un peu comme pour ceux qui sont habitués plus au smartphone, des stabilisateurs de smartphone. C'est le même principe. Steadicam. Voilà, exactement. Des passerelles stabilisées. C'est exactement le même principe, mais là miniaturisé pour les drones. D'ailleurs, ces stabilisateurs de caméra utilisent la technologie initialement développée dans les drones. Oui, d'ailleurs, DJI a fait un carton avec les Osmo qui utilisent ces caméras. En termes d'usage, donc c'est facile. Pour débuter, est-ce que c'est pas le bon choix également? Alors, c'est très facile, oui, parce que c'est doté de systèmes d'assistance au pilotage qui sont extrêmement développés. La config, tu as un peu galéré ce matin pour le mettre en route? Oui, alors c'est parce qu'on n'arrivait pas à lire le mot de passe sous la caméra. C'est du Wi-Fi, on n'a pas dit. Alors, le Spark fonctionne en Wi-Fi, oui, tout à fait. On a un peu galéré, effectivement. Il faut bien mettre à jour ses produits, les applications, etc. C'est indispensable, sinon l'appareil reste cloué au sol. Mais bon, globalement, c'est parce que je vais vous surprendre, mais je les utilise pas tous les jours, donc j'ai pas forcément puis c'est pas mes appareils, donc ils sont pas toujours, je connais pas tous les trucs. Mais sinon c'est extrêmement simple. Il y a des manuels qui sont très complets chez DJI, qui sont en français également. C'est quand même beaucoup plus simple à manier, à piloter qu'un Mavic Pro par exemple en termes de. Non, c'est équivalent. Ouais, celui-ci n'autorise pas plus de maladresse que l'autre, celui-ci pas plus rapide. Alors, le Mavic a d'autres qualités, effectivement, que n'a pas le Spark, mais en termes de pilotage, la difficulté est identique. Le Mavic va permettre juste de voler dans d'autres conditions, météo notamment, parce que c'est une donnée importante. On va parler un peu plus de vent, il va effectivement beaucoup plus vite, mais globalement, à piloter, le principe reste le même, les assistances sont les mêmes, d'ailleurs l'application est commune sur les smartphones, donc les algorithmes sont les mêmes. En termes de portée, aujourd'hui on est autour de combien? Alors, le Spark, il est annoncé plusieurs centaines de mètres, nous on a vérifié entre 100 et 150 mètres. Avec sa télécommande? Avec sa télécommande, oui, sinon on est à moins de 50 mètres. D'accord, et l'autonomie? Alors l'autonomie, de mémoire, je dirais une petite quinzaine de minutes. Alors chez DJI, ils sont assez bons là-dessus, assez honnêtes. Les autonomies annoncées sont souvent respectées, au moins en début de vie des batteries. Tu dis qu'on le trouve à moins de 500 € sans sa télécommande. Est-ce que tu conseilles de l'acheter sans la télécommande? Non. Non, très honnêtement non, parce que ça limite énormément les possibilités d'évolution, etc. Donc mieux investir 200 € de plus et avoir la téléco. Oui, tout à fait. Oui. Dernier point, la qualité d'image, c'est un point important, parce que c'est une plateforme tu le disais, pour filmer. Ouais. C'est pas de la 4K, mais est-ce qu'on peut faire des vidéos, je ne sais pas pro, mais quand même avec une qualité qui pourrait être utilisée, par exemple, nous, pourquoi pas pour notre podcast? Alors, avec le Spark, techniquement, oui, c'est du 1080p en 30 images secondes, donc techniquement, oui. Après, on voit vite les imperfections, mais pourquoi pas en semi-pro, c'est pas fait pour, très clairement, c'est pas le meilleur piqué, c'est pas les meilleures ouvertures, c'est pas les objectifs les plus lumineux, mais ça peut dépanner, ça peut faire quelques plans de coupe, effectivement, pourquoi pas.
Dernier point, lors de la présentation, ils ont aussi mis en avant le fait qu'on avait besoin de rien du tout pour le piloter à la main. Regardez en faisant les gestes qu'on voit dans la vidéo de présentation de DJI. Tout à fait. C'est vraiment utile ou pas? Difficile à dire, ça dépend vraiment de l'usage que vous voulez. On fait un geste pour le faire atterrir, pour le faire décoller, alors, globalement, prendre une photo. Pour prendre une photo, il faut cadrer, écarter, il y a des petits signalements à faire. Alors, on a essayé, ça fonctionne. Il faut être avec des vêtements un peu contrastés, il ne faut pas aller trop vite quand on se déplacement, les follow me, etc. C'est je dirais, réel, hein, ça existe, ça fonctionne. Après, c'est encore perfectible, mais c'est normal. Hein. C'est la puissance de calcul qui est demandée pour pouvoir faire ce genre de choses. L'emmener à bord d'un appareil comme ça, c'est encore, je dirais, balbutiant, mais c'est les débuts, mais c'est des débuts très prometteurs. Didier sur Hangout ou Monsieur X, il est plutôt rare de voir une marque chinoise qui réussit à s'imposer comme ça sur le marché du premium. Bon, c'est vrai que c'est un marché tout neuf. Il est aujourd'hui numéro 1 mondial. C'est suffisamment rare pour être souligné. Peut-être Monsieur X pour commencer. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est d'ailleurs une réflexion que je me faisais, moi, quand la dernière fois que j'ai utilisé un drone qui était un DJI Spark en forêt. Et avant de le faire voler, parce que je suis pas très doué pour le pilotage, j'ai été aidé en fait par son propriétaire. Ce qui frappe dans le bon sens, entre guillemets, c'est la qualité de fabrication et de réalisation du produit au niveau matériel. Hein. On a vraiment une sensation de qualité assez incroyable. Oui, même le packaging, la manière dont on le reçoit, les housses qui sont livrées, on n'est pas très loin d'une marque avec une pomme croquée en termes d'esprit, dirons-nous. Hein. Et puis aussi, avec, si on fait toujours un parallèle imposé avec Apple, un produit qui est positionné haut de gamme avait effectivement des performances et des fonctionnalités dont DJI fait en sorte ou essaye de faire en sorte qu'elle ne soit vue nulle part ailleurs. Donc ça fait vraiment un produit très très premium. Je ne sais pas si on peut dire ça dans le marché des drones, mais en tous les cas qui est bien bien loin d'un produit jouet. Évidemment, c'est pas le même prix et qui essaie de développer des usages vers le haut. Donc carrément étonnant. Ce que moi j'ai beaucoup aimé aussi, même si je le vis pas à titre personnel, c'est la capacité qu'ils ont à mettre à jour le logiciel interne, le fameux firmware de ce drone régulièrement, soit pour fixer des bugs, soit pour mettre en avant des nouvelles fonctionnalités. Enfin, ils ont tout compris, ces gens-là. Ouais, au-delà, et puis Laurent m'arrête si je dis des bêtises, je parle sur ta surveillance. Didier, ils ont réussi à développer une sorte de communauté, un peu comme a réussi à faire Apple, hein, Didier. C'est un peu la même approche. Oui, puis ils sont montés en gamme aussi petit à petit. Hein. Je pense que les premiers produits n'étaient pas aussi bien packagés et tout. Et faut pas oublier aussi que DJI, ils sont très connus dans le monde de la vidéo. Ils ont fait une belle réputation. Ils connaissent bien le Ronin notamment, tu vois, qui a une référence aujourd'hui. Et je pense que, je sais pas s'ils sont. Après, moi, je suis pas expert là-dedans, mais est-ce qu'ils sont vraiment très très bons en drone ou est-ce que vraiment leur première capacité, c'était pas justement cette gimbal et ces capacités de stabilisation avec les petits moteurs brushless qui sont assez inédites et sur lesquelles finalement le marché est quand même assez resserré. Alors petit à petit, évidemment, des gimbals et tout, on commence à en trouver des chinoises, mais avec cette qualité de stabilisation, ils n'ont pas tant de concurrents que ça actuellement en fait. Hein. Alors, réponse brève, Laurent. Alors, DJI a commencé par faire des plateformes aériennes. Pour une raison, c'est que Frank Wang, son fondateur, est un amateur de vidéos et de films, et il voulait faire des films stabilisés avec son hélicoptère radiocommandé à l'époque. Sans utiliser un gros hélicoptère. Alors lui utilisait un gros hélicoptère justement, un vrai mais voilà, un petit, un télécommandé, et il voulait faire des films avec parce que c'était la seule plateforme qu'on avait à l'époque. Et a voulu développer un système de stabilisation et de vol parce que c'est extrêmement compliqué à faire voler. Donc, c'est pas très stable, contrairement aux grandeurs, hein, évidemment. Et donc a commencé par développer un système de stabilisation qui a donné ensuite les quadcoptères. À la suite, en fait, il a développé le premier Phantom, après avoir vu en 2010 l'Air-Drone de Parrot. Voilà, donc DJI a commencé par les plateformes volantes, mais pour ensuite verser vers la vidéo. Suivre Parrot sur ce en s'appuyant sur ce que Parrot avait fait. Alors tu parlais de plateformes volantes et de vidéo. On va passer un gap là en termes de quali avec le dernier modèle que tu nous as amené. Il y en a un autre, mais c'est pour tout à l'heure. Oui. C'est le fameux Mavic Pro de DJI à nouveau. Tout à fait.
Alors là, c'est la deuxième itération du Mavic. Le Mavic qui est donc un drone ça, c'est le Platinum qu'on a le Platinum, ça c'est la toute dernière évolution avec la dernière électronique, les dernières hélices moins bruyantes. Ouais, 60% moins bruyant, c'est ça. Ouais, tout à fait. L'autonomie qui est un peu boostée. Oui, 5 minutes de plus d'autonomie. Ouais. Bon, alors, on annonce 60%. Ouais, on annonce 60% de bruit en moins. Il faut savoir que le bruit, donc les dB, c'est logarithmique. Donc 60% c'est énorme, en réalité c'est que ça représente quelques décibels. Alors ce qui a fait boom à beaucoup d'utilisateurs, c'est ça, regardez, c'est qu'il est pliant. Alors il est pliant et on n'a pas besoin de mettre de glisser des rotors, il se replie automatiquement et et ça rentre dans un sac, un petit sac à dos. D'ailleurs il y a une petite sacoche qui est vendue en spare. Et là devant vous avez la passerelle pour la vidéo, donc voilà, c'est remarquable en termes de compacité. Et c'est quand même costaud. C'est un produit très quali, effectivement. Ouais. Ils ont réussi, en plus, le tour de force, de faire passer ça dans un package de moins de 800 grammes pour pour respecter la législation européenne, nouvelle législation. Pour les licences de pilote, c'est ça ? Oui, tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Je veux dire un petit mot, Olivier. Oui, Stéphane. Juste, là, on voit pas, je sais pas si on voit, là, ils vont être avec ses parottes. Et si vous voulez voir la taille du sac Toi, tu es un bebop. Qu'on est obligé d'utiliser, qu'on a été obligé d'acheter, celui-ci. Ouais. Quand je vois les trucs pliables, là, comme ça me fait rêver. Ouais. Bon, on va en parler dans un instant. Donc, en gros, l'idée, c'est que DJI a fait sa réputation avec la gamme Phantom. L'idée, c'est de proposer une version pliable. Est-ce qu'on est vraiment au niveau d'un Phantom 3 ou un Phantom 4 en termes de qualité vidéo ? Oui, complètement, oui. Oui, ça dépasse le Phantom 3, très clairement. Les specs sont même très similaires, mais avec des petites nuances en plus. C'est que là, on bénéficie sur le Mavic de la liaison, ce qu'ils appellent OcuSync, qui est en fait une liaison numérique que DJI a développée. C'est pas du Wi-Fi, mais c'est une évolution. Alors, ça se base sur les fréquences Wi-Fi 5.824, mais c'est pas du Wi-Fi, non, c'est d'autres protocoles numériques. Par contre, on a une portée qui est phénoménale. Alors, la portée, effectivement, est assez exceptionnelle. Ils annoncent 4 km. Dans les faits, certains, vous trouverez des vidéos à foison sur Internet qui vont à cette distance-là. Pas toujours légales, d'ailleurs. Qui sont absolument pas légales. Ouais, non, absolument pas légales. On est censé... Du moins en France. Maintenant, ça commence à être à peu près partout dans le monde. Là, ça se complique un petit peu. Mais en tout cas, pas du tout légal en France. La portée réelle qui est déjà phénoménale, c'est déjà un peu plus de 2 km sans aucun souci. Fait d'ailleurs en Suisse, pour notre part, testé en Suisse. Voilà, tu sais ce qu'il te restera à faire la prochaine fois, l'émission, on vient de la faire à la rédaction de Mac Forever, Didier. Je l'ai allumé par inadvertance, on va l'éteindre. Je te laisse faire. Et il se met en route. Non, là, tu l'allumes. On va l'éteindre. Et la seule, finalement, contrainte... Voilà, j'ai fait une grosse bêtise. Et la seule contrainte, parce que les rotors ne sont pas déployés, la seule contrainte, c'est l'autonomie, finalement, aujourd'hui. Oui, les autonomies, les batteries sont le point noir, entre guillemets, des drones aujourd'hui. Donc on a dit tout à l'heure autour de la demi-heure quand même avec ça, ce qui est quand même pas mal. Tout à fait. C'est déjà énorme. Piloter une demi-heure, c'est beaucoup. Est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un qui a besoin d'une caméra volante, puisque c'est ce que c'est. C'est pas pour du plaisir du vol ? Non, pas vraiment. De commencer par ça, est-ce que c'est raisonnable ? Si on a le budget, oui. Alors le budget 1200 €, c'est ça, autour des 1200 €? Oui, 1200, 1400 € pour le pack. Le pack premium. Je me tourne vers de fin limier des bonnes affaires sur Mac Forever, à savoir Didier. Il y a pas mal de promos en ce moment, on le trouve vraiment à des prix cassés aujourd'hui. Ouais, mais après, il faut bien regarder un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de sites. Nous, on relaie aussi des promos qui ont plus ou moins, qui sont à l'étranger ou pas. Donc, tu as la TVA qu'on peut te taxer à l'arrivée, tu vois. Si tu commandes un truc qui te paraît 20% moins cher, il faut se dire que potentiellement, tu peux avoir la douane qui te fait payer, que tu es censé payer, d'ailleurs, dès que tu achètes à l'étranger. Donc, voilà, les différences se jouent là-dessus. Mais quand même, moi, je trouve que les sites chinois, donc, qui ont effectivement leurs usines là-bas, et je pense qu'ils arrivent à avoir des tarifs de gros sur ces produits qui font que même avec la TVA, tu es quand même moins cher que pas mal de boutiques chez nous. C'est Gearbest qui tire les prix vers le bas en ce moment. Oui, Gearbest et quelques sites un peu similaires. Chinois spécialisés dans ce genre de choses. Et surtout, ils offrent des transports gratuits, des fois même moins cher que des transporteurs français, tu vois. Laurent ?
Alors, juste une petite précision, tu parlais de marge, etc. En réalité, DJI est extrêmement dur commercialement, quelle que soit l'origine. C'était très compliqué d'avoir des produits aujourd'hui. On les remercie de l'avoir fournis, mais c'est compliqué, c'est vrai. DJI, les marges pour les revendeurs, les prix d'achat pour les revendeurs sont quasi identiques. Ça nous rappelle une autre marque. Partout dans le monde. Oui, ils sont. Alors, justement, digresser rapidement là-dessus, ils ont très clairement copié complètement Apple. Le marketing. En marketing, en politique commerciale, tout. Ils viennent d'ouvrir une boutique d'ailleurs à Paris. Ils viennent d'ouvrir une boutique à Paris l'ouverture s'est réalisée comme l'ouverture d'un Apple Store, avec la aide d'honneur pour les premiers clients. Et les t-shirts bleus. Les t-shirts bleus, bien sûr. Voilà, ils ont complètement copié ça du marketing jusqu'à, dans son. Alors ça vole partout. La télécommande, la voici, regardez, une vraie télécommande avec un écran. On met comme tout à l'heure pour le retour image. Le retour image. Le smartphone. Où on peut avoir un casque, mais le casque c'est une option. C'est une option à 500 €. Ouais. Oui. Mais il y a l'écran intégré. Ah oui, voilà, c'est pas un iPhone qu'on glisse à l'intérieur. Non. Tu l'as fait voler en intérieur, il n'y a pas de problème pour le faire voler en intérieur, il faut désactiver le GPS, qu'est-ce qu'il faut faire ? Du tout, il n'y a rien à faire, tout est automatique, il se connectera pas au GPS de fait, mais il utilisera les capteurs qui sont présents sous l'appareil. Donc, il y a une caméra de positionnement, des sonars, etc. Bon, et plus les capteurs externes d'évitement. Alors, attention, le Mavic, ça fait quand même un peu plus de 30 à 40 cm une fois déployé. Les hélices tournent très vite. Espérez pas faire voler ça tranquillement dans votre salon. Non. Très clairement. À moins que le salon soit très, très grand. Mais voilà. Ça, il vaut mieux se tourner vers Parrot de ce côté-là. Justement, Parrot, toi, tu as un petit... tu disais le précurseur mondial, je me souviens. Oui, complètement. CES en 2010, où l'événement du CES, c'était le premier Air Drone. Il y a une gamme encore qui est encore séduisante, c'est Parrot. Toi, tu aimes beaucoup le disco. Oui. Ça, c'est une autre philosophie, le disco. Oui, alors, on parle beaucoup de drones. En réalité, on devrait parler d'aéromodèle. C'est de l'aéromodélisme, avec des vues et des usages différents. Le disco se rapproche, est une aile volante, c'est un avion, ça se rapproche plus de l'aéromodélisme. C'est vendu avec les mêmes qualités vidéo que le bebop. Bon, tout le monde sait que le bebop là-dessus est un peu... Bebop, c'est le modèle multirotor de Stéphane. Qui n'est pas pliable, c'est ça son principal défaut par rapport au Mavic, entre autres. Il y a d'autres choses, il y a d'autres de qualité d'image aussi, il est un peu en dessous. Qui est un peu en dessous. Ouais. Alors justement, on retrouve un peu ce défaut-là sur la disco. La seule chose, c'est que comme c'est une aile volante, la sensation de vol est complètement différente. Oui, ça vole, ça plane. Ça plane réellement, et c'est extrêmement agréable à faire voler, beaucoup plus que les multirotors. Ça vole plus longtemps, surtout. Et ça vole jusqu'à 40 minutes. Oui, parce qu'on peut le faire planer, on n'utilise pas la moteur en permanence. Et là, en termes d'usage, on ne peut pas le faire voler non plus n'importe où, celui-là. Non, alors encore moins que les multirotors. Espérez pas faire voler ça ou décoller de votre jardin, si grand soit-il, à moins d'avoir un château. C'est un appareil qui va assez vite, malgré tout, bien que ce soit léger, etc. Mais ça demande de l'espace. Oui, alors, le Bebop 2 continue sa carrière, une nouvelle version qui est un peu boostée, qui vient de sortir chez Parrot. Alors certes, elle n'est pas pliable, mais en termes de rapport qualité-prix, on est nettement en dessous d'un Mavic Pro, et en termes de qualité peut-être perçu au-dessus du DJI Mavic. Aide-moi, je m'en mêle les pinceaux. De Spark. Du Spark. Alors, en réalité, il se positionne vraiment en face du Spark. Du Spark. C'est même plus du tout du haut de gamme maintenant. C'est terminé. C'est plutôt du milieu de gamme. Non. Ouais, aujourd'hui, oui, il a quand même plus de 2 ans dans d'existence. Il a très peu évolué. Alors certes. Une meilleure autonomie aujourd'hui, un peu plus de puissance, plus de stabilité, etc. Mais néanmoins, c'est pour pallier aux difficultés de Parrot, qui essaye de se remettre un petit peu sur les rails. Parlons-en de ces difficultés. La situation était assez délicate, mais elle n'est pas vraiment désespérée. Il y a eu une forte restructuration chez Parrot l'année dernière. Tout à fait. On attend vraiment des nouveautés peut-être pour l'année prochaine, c'est ça ? C'est ce que promet en creux. C'est ce qu'on suppose. Là, il se rassoit un peu sur les bases pour se refaire une santé, se recentrer, redévelopper des nouveaux produits qui sont attendus comme bien supérieurs à ce que fait DJI. En clair, un modèle pliable, tout simplement.
C'est difficile de savoir. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il y a encore tour du canal Saint-Martin, pas loin d'ici, pour jeter un petit coup d'œil dans les labos de Il y a encore tout à faire dans ce milieu-là. Ils sont capables, je pense, de proposer des produits complètement innovants, comme l'a été l'AirDrone à son origine en 2010. Quoi. Un petit mot du côté du Hangout. On est très en retard, messieurs. Qui veut réagir à Parrot? C'est une marque française, elle nous tient à cœur. Elle nous tient à cœur, où ils ont été précurseurs, et quand on est précurseur en général, c'est pas la première fois où la France est précurseur dans quelque chose. Hein. Dailymotion a été créé avant YouTube, à la page avant Amazon, et on voit que finalement être précurseur en France n'est jamais un signe, ou en tout cas un avantage. Oui, voilà. Mais je vais peut-être quand même contrebalancer l'avis de Stéphane. Bon, je pense que Stéphane a raison en général. Après, peut-être qu'ils n'ont pas eu de chance, parce qu'effectivement, ils sont nés en France et qu'assez rapidement, au niveau des drones, la législation est venue s'en mêler. Et je pense, comme le montrait ton sondage, moi je fais partie des 40-45% de gens qui ont, dans ce sondage, dit « j'achète pas de drone parce que la législation ». Et donc je disais, ils sont nés en France avec une législation qui s'est durcie extrêmement vite, qui a quand même, pour des gens comme moi qui voulaient acheter un drone d'un point de vue ludique, fait retomber extrêmement vite la chantilly, surtout que moi j'habite, comme tu le sais, en ville. Donc qu'est-ce que je peux en faire de mon drone? Quasiment rien, ou alors le faire voler un petit peu dans ma résidence, sous le risque qu'il tombe sur la tête d'un enfant, non j'exagère, mais en tous les cas d'importuner les voisins, et qu'il y en ait un à juste titre qui te dénonce, qui se plaigne. Voilà, donc je pense que ça aussi, le terrain de jeu de Parrot en France s'est rétréci extrêmement vite. Ouais. Et peut-être qu'il aurait fallu qu'ils fassent leur diversification vers le pro plus rapidement, ou peut-être leur diversification géographique. Je ne sais pas quelle est la législation en Chine, et si elle a permis à DJI peut-être de se développer de manière, entre guillemets, plus sereine. Mais en France, en tous les cas, le drone, quand on le voit de loin, c'est un tout petit à la maison, ou alors à l'extérieur pour les applications pro, mais le drone ludique pour faire voler un quart d'heure, 20 minutes le dimanche avec les enfants à la coulée verte ou dans un parc, sur le papier, c'est terminé. Oui, c'est interdit ça. Et justement, est-ce que c'est pas un problème vraiment de positionnement qu'ils ont eu Parrot, à pas se mettre sur le segment de la vidéo, d'avoir des bonnes stabilisations? On l'a vu avec les petits modèles aussi. Et d'être vraiment, tu vois, axé là-dessus, quoi. Pour conclure sur Parrot, parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Rapidement. Très rapidement. La législation, vite fait, en Chine, n'a pas aidé DJI particulièrement. Le premier marché de DJI, c'est absolument pas la Chine. Les États-Unis. C'est les États-Unis. Oui, bien sûr. Qui, elle, est très permissive elle était très permissive. C'est fini. Ouais. C'est fini maintenant. Ils ont tellement d'appareils en l'air qu'il faut absolument... Ils ont dû sévir. Et ils ont calqué purement et simplement, à quelques adaptations près, la législation européenne et française. Voilà, donc Parrot est aussi présent aux États-Unis. Donc non, c'est vraiment, je pense, au-delà de la législation. Alors certes, qui s'est durci en France, oui, mais c'est surtout un problème de produit. Alors, autre produit qui a beaucoup fait couler d'encre l'année dernière, puisqu'il allait sortir en même temps que le Mavic Pro, et que finalement ça a été une belle catastrophe industrielle, c'est le fameux GoPro. C'est comment Karma. Le Karma, mauvais karma pour GoPro. Alors très très mauvais karma, oui. Je pense que c'est ce que je te disais hier, c'est l'exemple. Lorsqu'on préparait l'émission, c'est l'exemple type du produit raté. Ils l'ont sorti théoriquement sur le papier, il a les mêmes caractéristiques que le Mavic Pro. Allez, en gros, sous merdo. Ouais. Sauf qu'il s'écrasait. Oui, alors sauf qu'il s'écrasait, qu'il fait un peu plus de 2 kilos et que ses qualités de vol sont effectivement absolument... le vrai problème, c'est que la batterie se déconnectait, donc il tombait comme une pierre. Oui, alors c'est sur ça qu'il a vraiment... Oui, ça, c'était quelques modèles, effectivement, après, au début. Et puis le stabilisateur qui est une perche, comme l'Osmo, sur lequel on branche la GoPro qui se met dans le drone, etc., avec quelques soucis aussi, plus effectivement ce problème de batterie qui faisait que le drone se crache à 30 mètres de haut. Voilà. Le produit a été retiré de la vente, il est revenu dans la vente, évidemment, c'était fini. En matière de marketing, monsieur X, il n'y a pas rien de pire que ce type de scénario, on est bien d'accord, brièvement. Ah oui, il faut même mieux arrêter le produit tout court et puis partir sur autre chose. 8, quoi, en gros, c'est ça. Ou alors tu es lâche. Note 7, pardon. Ou alors tu peux faire le lâche ou le sourd comme Apple a fait avec le
feu le Power Mac G4 Cube. Ouais. Ils ont dit la production est suspendue pour l'instant. Et puis après, ils n'ont rien dit pendant 1 an. Puis après, ils l'ont fait disparaître du catalogue. Sur le bon principe en marketing qui est quand tu veux pas qu'on parle d'un problème, n'en parle pas toi-même, il disparaîtra. Bien, le busomètre tout de suite. Le busomètre avec Didier cette semaine, qu'est-ce qui a le plus buzzé du côté de l'actu d'Apple sur le site Mac Forever? Et bien sûr, on a parlé du Mac Pro, de l'iMac Pro, puisque voilà, il y en a qui ont fouillé un petit peu dans les firmware, dans tout ce qui se balade sur les serveurs d'Apple. D'ailleurs, tu te demandes pourquoi ils laissent ça à dispo, mais bon. Et on a trouvé donc une puce. Pourquoi on en parle? Ça fait de la publicité gratuite. Oui, mais je pense pas qu'ils font vraiment exprès. À mon avis, ils ont des fichiers qui devraient pas être dispo, mais bon, voilà. Du coup, on trouve des petites choses comme une puce A10 qui serait présente donc dans l'iMac Pro. La puce de l'iPhone 10. Voilà. Pour faire quoi? On sait pas bien. L'iPhone 7, pardon. C'est l'iPhone 7, oui, exactement. Et on suppute pour l'instant que ce serait pour avoir Siri, par exemple, disponible tout le temps, mais bon, sur ton Mac, ça n'a pas une utilité énorme. Et puis ils ont découvert aussi. Est-ce qu'il y aurait une touch bar, peut-être? On sait que ça, j'ai pas l'impression, parce qu'ils l'ont déjà montré, l'iMac Pro à des vidéastes. À terme. Mais il pourrait par exemple sécuriser un petit peu plus le démarrage, laisser des petites tâches un peu plus légères en permanence, tu vois, des choses comme ça. On a même parlé d'un système anti-vol. Donc pourquoi pas, on a vraiment hâte de voir cet iMac Pro, mais il ne réserve pas de keynote, donc est-ce qu'il y a vraiment toutes ces features qui ont l'air assez inédites sans présentation Décembre, c'est tout ce qu'on sait sur la dispo pour l'instant. On verra, ouais. Donc on y arrive à grands pas. Deuxième rumeur. Et la deuxième rumeur, c'est donc l'iPhone de 2018. Donc, il se murmure qu'il y aurait donc 3 modèles. Donc, un iPhone 10, un iPhone 10 Plus et puis un iPhone avec un écran LCD, mais bord à bord quand même. Donc, ils se ressembleraient tous beaucoup. Donc, voilà, moi, je ne sais pas si tu te réjouis d'avoir un grand iPhone. 10 Plus, moi ça me va, le 11 Plus, en tout cas plutôt que le 10 Plus, il doit s'appeler 11 normalement. Moi le 10, le form factor, pour moi c'est idéal, alors que j'avais un 7 Plus, un 8 Plus, j'ai pas envie d'avoir plus grand, mais peut-être qu'Apple arrivera à me faire changer d'avis. Autre rumeur. Alors, qui n'est pas une rumeur en fait, puisque c'est Apple qui a repoussé donc son HomePod à 2018. Alors après, ça n'arrange pas, Didier. On les fait une belle émission en décembre avec, mais on attendra. Et du coup, ça fait une fin d'année un peu plus calme. Tu vois, on aura l'iMac Pro, on aura le temps de s'y intéresser. On pourra faire un peu de trêve de confiseur, c'est bien. Mais ils nous ont pas trop dit pourquoi vraiment. Qu'est-ce qui bloquait là-dedans? Est-ce qu'ils avaient des problèmes de qualité? Est-ce que c'était la production qui suivait pas? Mais ça fait apparemment quand même des années qu'ils travaillent dessus. Ils disent plus de 3-4 ans après Bloomberg. Donc, c'est un produit de longue haleine. Donc, s'il est là 1 mois plus tard, c'est pas très très grave. On y reviendra en détail. Dans une autre émission, 4e rumeur. Alors on reparle toujours de l'iPhone de 2018 et là donc c'est une rumeur qui vient de KGI, donc plutôt fiable, qui nous dit que la connectivité va être améliorée donc sur l'iPhone de 2018. Il pourra atteindre le gigabit, donc être 2 fois plus rapide qu'aujourd'hui si ton opérateur a le réseau adéquat, bien sûr. Nouvelles antennes pour ça, c'est ça? Exactement. Alors justement, il y a eu des petites rumeurs qui disaient que ça pourrait être aussi des antennes réservées à une double SIM. Tu vois, maintenant qu'ils font de l'eSIM, donc t'es pas obligé d'avoir une carte physique, tu pourrais avoir deux réseaux sur son téléphone. Oui, et puis c'est hyper pratique. Enfin, on a tous une ligne pro et perso, je pense, et ça évite d'avoir 2 téléphones. Moi, je rêverais d'un iPhone qui permettrait de jumeler 2 connexions 4G et garantir une connexion. Mais il y en a qui prennent des Android uniquement pour ça, parce que c'est les seuls à proposer ça. Mais l'idée, c'est d'avoir un load balancing entre les 2 connexions 4G. J'en rêve la nuit pour faire des lives dont on fait le Mac notamment, ce serait top. Dernière rumeur. Et la dernière rumeur, c'est le Visitor Center qui est ouvert au public. Donc, on rappelle ce que c'est le Visitor Center. C'est le temple que tu as le droit de visiter au sein du grand campus de Cupertino. Ouais. D'ailleurs, c'est le seul endroit où on a le droit d'aller en tant que visiteur, mais comme précédemment, en fait, ils n'ont pas changé la réglementation. Donc voilà, si tu fais un petit séjour en Californie, ou si Apple nous invite, coucou Apple, est-ce que vous pouvez nous inviter? S'il vous plaît. Voilà, on fait des sites depuis 20 ans, mais bon. Je suis condamné à rester dans un studio, c'est ça? Bon. Moi aussi, apparemment. Ouais. Donc voilà, mais on pourra aller au Visitor Center. Je ne sais même pas si on pourra y aller avec une caméra. Ça achètera des goodies. J'ai vu des gens qui filmaient quand même. Bon, merci pour ces rumeurs et pour cette résumé de l'actu cette semaine. Sur Mac Forever, on passe à un point déterminant pour l'achat du drone, à savoir les règles à suivre et la législation, notamment en France. Donc Laurent, un point sur la législation. Il y a un site référence pour ça, c'est le site de la DGAC.fr. DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Voilà, donc on vient d'un univers très... Il y a eu énormément d'incidents, on l'a vu récemment, donc il a fallu organiser. Quelles sont les règles principales à respecter? Alors, il y en a 10 qui sont en fait des règles de bon sens. On ne survole personne. Ça, c'est le premier commandement. Les drones, c'est pas parfait. Donc, quand tu organises des compétitions, tu fais un circuit, le public est entièrement sécurisé. D'accord. Avec des filets, des choses comme ça. Ouais. D'accord. Donc, on ne survole ni les personnes ni les animaux. C'est
Ça va de soi. Ça va pas forcément de soi. Il y a des gens qui arrivent à aller filmer des animaux voilà, à droite à gauche, sauvages, et puis ça peut les faire paniquer, donc on évite. Ça évitera qu'ils se blessent. Bien évidemment, on respecte les hauteurs de vol maximum. Alors je parle bien de hauteur et pas d'altitude. C'est quoi les hauteurs de vol concrètement ? Hauteur de vol, un drone ne peut pas dépasser, dans la législation, 150 mètres en France. En altitude, c'est quand même très haut. En hauteur. Il y a des avions qui volent à 150 mètres, non ? Alors, dans certaines zones, c'est possible, justement, sur les approches, oui. Mais il y a eu pas mal de faits divers là-dessus. Alors, pas en France, fort heureusement. Néanmoins, 150 mètres de hauteur. C'est-à-dire que si vous trouvez en montagne, et que vous êtes, mettons, à 2000 mètres, vous pouvez voler jusqu'à 150 mètres. D'accord. C'est vraiment de la hauteur et pas une altitude. C'est une petite nuance. Profitez-en. Attention toutefois aux ULM, aux parapentes et autres, ça arrive vite et on ne les entend pas bien. Les avions également. Mais 150 mètres et 50 mètres, voire 25 mètres, voire 0 si on est vraiment à proximité d'un héliport, d'un aérodrome, d'un hôpital. Donc etc. Si je sors là de l'école 42 et que je vais filmer dans le petit jardin à côté avec... Tu n'as pas le droit de décoller. Je n'ai pas le droit de décoller. Non. Paris et toute la région parisienne sont une zone d'exclusion, on n'a pas le droit de voler. C'est même dans le bois de Boulogne, machin. Non, c'est interdit. Par contre, si je suis en banlieue un peu plus loin, avec un petit jardin... Alors, si vous avez la chance d'être en pavillon avec un jardin suffisamment grand, vous avez effectivement, alors le droit non, mais une tolérance. Vous avez le droit de voler au-dessus de votre propriété. Bien évidemment, n'allez pas chez la voisine. Très clairement. Au-dessus, tu peux monter jusqu'à 150 mètres ? Non, tu as le droit de voler jusqu'à la hauteur maximum du plus grand obstacle de ta propriété. Autrement dit, si alors généralement, c'est le toit, effectivement, ou un arbre, si tu as un grand arbre sur ta propriété. Donc, en résumé, on ne vole pas dans les lieux publics, bien sûr aux approches des aéroports, héliports, zones militaires et centrales nucléaires, évidemment, aux centrales électriques en général. C'est évident. On ne vole pas de nuit non plus. On ne vole pas de nuit, on ne survole pas les gens, tu l'as dit, les animaux, on ne survole pas les routes également. Alors, les agglomérations. De manière générique, donc en ville, etc. Je vois que tu as noté dans mes notes, on ne pilote pas depuis un véhicule en mouvement. Il y a vraiment des gens qui font ça en conduisant, ils pilotent des drones. Oui, tout à fait. Justement, voir des bateaux, c'est pas rigolo. Les fonctionnalités de follow me des appareils sont présentes, donc les gens ont envie de se filmer en train de conduire leur magnifique bateau Zodiac et que sais-je, ou nouvelle voiture de sport. Oui, ça fait de très très belles images. Mais pas de bol, c'est interdit en France. Très bien. Et dernier point, tu le disais, ne pas filmer sa voisine. Respect de la vie privée, c'est très important. Le respect de la vie privée est effectivement important. À partir du moment où vous filmez quelqu'un, il faut avoir son autorisation. Au-delà, est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, les constructeurs de drones prévoient des systèmes de sécurité pour qu'ils détectent automatiquement où ils se trouvent et refusent de décoller ? Alors, c'est déjà le cas. Chez DJI, il y a ce qu'on appelle des no-fly zones qui sont intégrés dans le logiciel de l'appareil. Donc sur le Mavic Pro, par exemple ? Sur tous les appareils DJI. Y compris sur le Spark. D'accord. Donc on va voir tout à l'heure si on peut le faire voler où l'appareil détecte sa position GPS, on pourra le faire voler en intérieur. En l'intérieur, la législation ne s'applique pas. Voilà. Et dernier point, pour bien comprendre, donc on s'est renseigné, notamment ici à Renfelmax, on avait besoin d'un drone, pour notre réalisateur François. On nous a expliqué qu'il fallait, dans le cadre d'un usage professionnel comme pour filmer, passer une licence de pilote. Alors, qu'en est-il vraiment ? Pour l'instant en tout cas, c'est le brevet théorique ULM. D'accord, donc c'est pas déjà c'est un petit peu en dessous, c'est la première étape quand même, ça reste assez costaud comme programme, c'est pas inaccessible, mais en fait la délimitation entre usage perso et usage professionnel elle est très simple. Donc c'est uniquement dans un usage professionnel qu'on demande ce genre de... Tout à fait. D'accord. La limite est très simple. Vous faites des images pour vous. Je suis bénévole et amateur, j'ai pas besoin de... Pour votre famille, à diffuser dans l'environnement privé, il n'y a pas de souci. Ouais. À partir du moment où vous basculez sur, par exemple, les réseaux sociaux, où vous monétisez une vidéo, ça va vite. Ça devient un usage professionnel. Même si on est amateur, qu'on a mis la vidéo sur YouTube et qu'elle est monétisée, ça à partir du moment où c'est monétisé, vous gagnez de l'argent en vendant vos images, ça devient du travail professionnel. C'est quoi, un examen théorique, c'est ça ? Alors c'est un examen théorique, c'est un QCM, très simplement. Ça, c'est aujourd'hui, normalement, à partir de juillet 2018, ça va, entre guillemets, se simplifier, se faciliter un peu. On devrait avoir en ligne, un QCM en ligne, un formulaire de la même manière pour pouvoir... Ça demande du travail quand même un petit peu. Ça va demander du travail, l'appel d'offres est passé de mémoire en octobre.
ça va pas se faire tout de suite. Et en termes de coût, si on veut passer son brevet, du coup, ça... Alors, c'est de mémoire 80 et quelques euros pour pouvoir passer son brevet. Ça demande un peu de préparation quand même. On ne peut pas se pointer comme ça du jour au lendemain. Mais ça se fait dans un centre DGAC. En région parisienne, il y en a plusieurs. Voilà, mais, bien. On a essayé d'être le plus complet possible. Dernier point qu'on va aborder dans cette émission, on va essayer de se porter vers le futur et essayer de voir ensemble quels sont les usages possibles dans un futur proche et également les risques, les craintes de nos gouvernants qui expliquent peut-être pourquoi on encadre autant l'usage des drones aujourd'hui. Drones, Laurent, quels sont les risques concrètement si on ne respecte pas la législation et qu'on vole par exemple à Paris et qu'on se fait arrêter par la maréchaussée? Eh bien, c'est compliqué. La peine de prison prévue maximale, on est au pénal, hein, donc c'est 3 ans ferme. C'est pas une contravention. Non, c'est pas une contravention. On va devant un tribunal, on en est convoqué. Tout à fait. Ouais. Bien évidemment, vous ferez confisquer le matériel, quel qu'il soit. C'est toujours plaisir, un petit drone à 1 500 €. Voilà. Mais surtout, vous risquez jusqu'à 75 000 € d'amende. Alors, tout ça, c'est des peines. C'est les peines maximales. Maximales, plafond, que ce soit la peine de 3 ans ferme ou 150 000 € d'amende. Mais déjà, la confiscation, elle fait mal. Hein. Oui, ça commence à piquer un petit peu. Il faut savoir que ça n'a jamais été appliqué en France. Ouais. Aujourd'hui, il y a eu des condamnations déjà de gens qui ont justement fait des images, qui ont gêné des sauvetages, ce genre de choses. Voilà. Mais ça reste encore rare. Ils préfèrent, le législateur aujourd'hui préfère garder une épée de Damoclès bien présente quand même. Dissuasive. Très dissuasive pour justement éviter des accidents que nous n'avons eu la chance de ne pas avoir. Concrètement, Laurent, quelles sont les craintes des différents gouvernements? Ils considèrent que c'est un drone, c'est dangereux parce que ça vole et que si en cas de chute, ça peut blesser quelqu'un tout simplement? C'est ça la première crainte? Globalement, c'est ça. Ouais. Ça peut vraiment blesser quelqu'un? Bon, un petit drone comme le Parrot... Non, le Parrot, effectivement, les drones... Mais un Mavic, quand ça pèse 800 grammes, ça peut faire mal. Un Mavic 800 grammes qui tombe de 30 mètres de haut, je vous laisse faire le petit calcul de vitesse, masse, MC2, etc. Je te laisse faire ça. Voilà. Disons que la force d'impact, ça peut vraiment blesser. Évidemment, encore a fortiori plus sur des drones professionnels qui vont jusqu'à plusieurs dizaines de kilos. Je viens de retransmission d'une épreuve de ski il y a 1 ou 2 ans où le skieur, le drone lui est tombé à 1 mètre et ça aurait pu faire très très mal. Hein. Ça aurait pu être grave. Il y a eu récemment des cas de drones qui sont tombés dans le public avec fort heureusement que des blessés très légers. Il n'y a pas eu encore de blessés graves et encore moins de morts. Sachant qu'il y a des rotors, hein, donc potentiellement sur des drones professionnels, ça peut faire mal aussi. Alors effectivement, le drone, il y a le poids, il y a la vitesse, mais il y a effectivement des lames, hein, parce qu'il faut le rappeler. Bon, là-dessus, ça risque pas grand-chose, on est bien d'accord. Ça risque pas grand-chose. Moi, à ta place, je mettrais pas les doigts dedans. Hein. Ouais. Bon, moi, je sais que sur les Parrots, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait le test, ça m'a fait un petit peu mal, mais enfin, ça m'a pas coupé un doigt. Les Parrots, ça va à peu près, parce qu'effectivement, ils ont intégré des sécurités. Ouais. Ils ont été très fins là-dessus. Le Bebop intègre des sécurités dès que l'hélice rencontre. Mais par exemple, la grosse hélice du Mavic Pro ici. Mais même s'il y a des sécurités également sur les appareils DJI, les performances de ces hélices sont telles que la coupure profonde et claire. Bon, voilà, très précis. Prévenu. Voilà, faites attention. En matière de crainte des gouvernements, c'est peut-être à des fins de renseignement, peut-être également, d'espionnage. On a vu des drones survoler des zones interdites, militaires, voire des centrales nucléaires. Supposées. Il y a des vols supposés. Aujourd'hui, à ma connaissance, en France, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul cas avéré de survol qui a été identifié. Pour le reste, ce ne sont que des suppositions. D'accord. Qui n'ont jamais été vérifiées. Non. Ça, c'était pour la petite précision. Après, oui. Pas de renseignement, oui. Oui, le renseignement, c'est une chose, mais enfin, je vais vous rassurer tout de suite, on voit beaucoup mieux sur Google Earth, et c'est beaucoup plus rapide qu'avec ces appareils, aussi bonne la vidéo fût-elle. Il n'empêche, on sait que sur certaines zones de combat, notamment en Syrie, l'État islamique utilise des drones qui ont de prise de vue au drone de grand public à des fins d'armes. Oui, tout à fait. Ouais. Alors en fait, c'est les deux côtés qui les utilisent dans des combats urbains. Effectivement, là, c'est autre chose. Ça permet d'aller. Ils modifient un drone comme un Mavic ou un Bebop. C'est d'une modification à coup de scotch. Ils mettent une charge dessus, c'est ça en fait. Ouais. Quand ils s'approchent, ils déclenchent la charge. Ouais, ils larguent. Enfin, il y a plusieurs choses qui ont été. Il y a plusieurs appareils qui ont été récupérés ou aperçus ou filmés, etc. Donc ça, on peut comprendre que ça puisse craindre, parce que ce serait très facile et je ne le souhaite pas, et je ne fais oublier ce que je viens de dire, de voir un tel scénario dans une zone urbaine en Europe. Alors, rien n'est impossible, malheureusement. Ouais.
Néanmoins, faut quand même mettre les choses un petit peu en perspective. C'est complexe à mettre en œuvre. Et les résultats sont quand même assez aléatoires. Donc, je ne pense pas, très honnêtement, que des gens mal intentionnés se compliquent la vie à ce point-là. Et malheureusement, on a quelques cas d'exemples. Ils ne vont pas se compliquer la vie avec un drone. Oui. C'est trop peu efficace, trop chirurgical pour faire une action d'envergure, au moins pour le moment. Allez, tout dernier point pour conclure. Vraiment, on a essayé d'être le plus précis, quitte à être un peu long pour cette émission. On va parler des usages des drones demain. Quels usages avec Laurent tout de suite? Les drones demain, on parle beaucoup d'applications industrielles. C'est déjà une réalité avec l'agriculture. On sait que tu parlais de l'aile volante Disco de chez Parrot. Ça vient d'un drone pour les agriculteurs, en clair. C'est ça, ou pour la cartographie? Oui, en fait, c'est une des startups que Parrot a racheté, qui avait développé une aile au départ. Sensefly, pour le startup en question, qui a développé un algorithme et une aile et des appareils de modélisation 3D. Et ils en ont fait une dérive avec les capteurs Sequoia pour l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est déjà un point, parce que ça permet évidemment de survoler des immenses espaces et de voir les zones qui sont irriguées ou pas, qui sont... Tout à fait. L'autre secteur dont on a beaucoup parlé sur Internet ces 2 dernières années, voire ces 3 dernières années, c'est la livraison. Amazon a buzzé énormément en disant, voilà, on va vous livrer dans votre jardin avec des drones. Quand tu parles d'autant de législation et d'autant de complications, est-ce que c'est vraiment un discours et des scénarios plausibles? Oui, alors complètement, ça arrivera, un jour ou l'autre. Pas en zone urbaine. Alors, a priori, non, parce que c'est pas fait pour ça. Il y a des exemples de livraison qui sont fonctionnels aujourd'hui en Afrique pour délivrer des poches de sang. Au Rwanda, de mémoire, il me semble. Où ils arrivent. Et puis tu regardes, et dans le domaine je rebondis, de l'humanitaire et pour sauver les vies, il y a aussi des drones ambulances pour apporter des systèmes d'électrochocs. Défibrillateurs, des opérations de tests qui ont été faites au Danemark et en Allemagne. Donc il vient se poser à proximité de la personne, de la victime, Tout en gros. Fait. Il apporte un défibrillateur. Voilà. Ni plus ni moins. Ouais. Donc ça, c'est des scénarios qui sont plausibles. C'est plus que plausible, c'est des choses existantes, ça fonctionne déjà, oui, tout à fait. Oui. Donc livraison, vous y croyez, messieurs, brièvement sur Hangout, Monsieur X, Didier ou Stéphane? Moi, j'y crois complètement parce que, si tu veux, la livraison, c'est comme beaucoup de choses. C'est exponentiellement, j'y arrive pas, cher en fonction de la distance que tu as à parcourir. Donc tu sais par exemple que dans le milieu des téléphones mobiles que je connais un peu, on a ce problème de la DSL de couvrir des habitations qui sont éloignées du réseau principal. De la même manière, la Poste par exemple a du mal à être rentable à livrer du courrier dans un petit village ou un petit hameau. Donc dans ces cas d'éloignement, moi j'espère que le drone va apporter une solution pas chère pour pouvoir livrer rapidement. Et là on n'est pas en zone urbaine, donc ça pourrait être un vrai plus. Le drone a une réponse à la désertification. Intéressant. Absolument. Ça existe déjà. La Poste fait depuis plus d'1 an maintenant des expérimentations via sa filiale Géodis de mémoire, de tests dans le sud de la France. De livraison. Voilà, de livraison pour ce qu'ils appellent le dernier kilomètre. Effectivement, ça évite à une camionnette de faire 50-60 km dans une petite route de montagne pour livrer un seul colis unique, alors que ça peut être fait aujourd'hui déjà en drone. Je me souviens, on parlait tout à l'heure des applications, des risques en matière de guerre ou de militaire. Le militaire, c'est un vrai secteur déjà pour les drones. Historiquement, les drones sont utilisés depuis plusieurs années déjà, notamment aux États-Unis. Je me souviens d'avoir une discussion avec Henri Sado lorsqu'il a présenté son premier drone, un Air Drone à Las Vegas, et très rapidement il a vu arriver des gens un peu bizarres sur son stand qui était plutôt du côté du Pentagone aux États-Unis. Et donc évidemment l'intérêt des militaires s'est porté naturellement sur ces drones-là, et on peut penser que ces petits drones aujourd'hui, on les utilise également ne fût-ce que pour observer. Voilà, c'est utilisé en France par tous les services de police, d'ores et déjà, notamment on peut citer le RAID qui travaille déjà avec des drones pour effectivement éviter d'exposer inutilement des hommes. Ouais. Et pour conclure, tu disais tout à l'heure, c'est aussi une des activités, la course, c'est un secteur en plein boom également, le racing autour des drones. Alors l'organisation de courses de drones, oui, parce que c'est extrêmement impressionnant, ça va très vite, ça fait des images assez incroyables. C'est pas encore au niveau de la Formule 1, loin de là.
mais c'est moins dangereux surtout. Mais c'est beaucoup moins dangereux, c'est beaucoup moins coûteux. Et moins cher, ouais. Mais ça peut être tout aussi intéressant. Tout aussi fun, un peu comme les gaming tout à fait, qui a un bel essor aujourd'hui, l'e-sport. Tu parlais de prise de vue, la difficulté de filmer en public. On voit des chaînes aujourd'hui qui s'intéressent aux drones pour les retransmissions sportives, avec plus besoin de longs câbles, comme vous avez par exemple au Parc des Princes, mon cher Stéphane. On voit des dérogations qui sont attribuées. On a vu notamment un modèle de CNN qui avait une dérogation pour ça. Oui, tout à fait. Ils ont fait développer ou acheter une plateforme qui est protégée, dont les hélices, les rotors sont intégralement protégés pour pouvoir filmer au-dessus des gens. Tout est limité, effectivement, c'est bridé, mais c'est électronique, et ça va, c'est évident que ça allait arriver. C'est très utilisé, même chez nous, par les chaînes de news, aujourd'hui, malgré les restrictions, etc. Donc, ils arrivent... sans rien dire, quoi. Non, ils font ça légalement maintenant. C'était pas le cas il y a encore quelques années. Ils ont réussi à trouver des protocoles d'accord avec des pilotes professionnels. Dernier point qui a beaucoup fait, qui a beaucoup excité beaucoup de médias autour des drones, c'est les transports. Il y a une multitude de vidéos, la police de Dubaï, et puis récemment encore, je crois que c'est la semaine dernière, lors du Web Summit, Uber qui a fait une annonce de collaboration avec la NASA pour la signature d'un partenariat pour les premiers taxis volants. Et ça va s'appeler Uber Air. Il y a 3 villes pilotes. Il y aura Dallas, Dubaï et Los Angeles. Premier vol en 2020. Est-ce que là, encore une fois, ça semble une réalité ou c'est de la science-fiction ? Ah non, c'est une réalité. Ça existe déjà. À Dubaï, les premiers vols de test ont commencé depuis l'été dernier. Oui, c'est une réalité. Alors, à Paris, le survol de Paris, moi, j'y crois pas une seconde. Non, parce que Paris, on n'a pas les mêmes distances à couvrir aujourd'hui. Il n'y a pas d'hélico déjà qui survole Paris. Il n'y a pas d'avion qui survole Paris. Il n'y a pas d'avion. Mais surtout, il n'y a pas les structures d'accueil pour ces appareils-là. Par contre, pourquoi pas une évolution à terme dans les quartiers d'affaires, dans le quartier d'affaires de la Défense, il y a tout à fait l'espace si certaines tours venaient... Voilà, il y a des points hauts pour atterrir au sommet des points hauts. De la même façon, je rebondis très rapidement sur la livraison, effectivement, en ville, c'est compliqué, mais rien n'empêcherait d'avoir des points de livraison sur des toits, de collecte, comme ça existe aujourd'hui déjà avec la Poste. Il n'y a pas de parachutage dans le jardin. Non, ça n'arrivera pas. Quoique il y a certains livreurs en ce moment, pour les fêtes, qui parachutent les colis par-dessus les portails. Allez, on a essayé d'être le plus complet possible. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir de parler de drones avec Laurent aujourd'hui. On va passer directement à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Monsieur X. Alors, un petit peu en avance de phase pour les fêtes de fin d'année. Une série qui a été coproduite par Arte et la télévision publique américaine PBS, qui s'appelle The Vietnam War, et qui est fait par quelqu'un qu'on connaît bien dans le monde Apple, qui est Ken Burns, celui d'après lequel, ce photographe et ce vidéaste d'après lequel il y avait eu ce fameux effet Ken Burns dans le logiciel iMovie. Si vous aimez l'histoire, allez voir cette série sur la guerre du Vietnam, c'est absolument hallucinant. Et puis très rapidement, pour ceux qui partiront au soleil à Noël, si vous ne l'avez pas déjà, c'est un must. Je vous conseille le masque de plongée de chez Decathlon qui s'appelle Subea. À 25 € à Noël, c'est un must. Plus jamais de buée quand on plonge dans la mer ou en piscine, c'est juste top pour les enfants. On va essayer dans la scène, Monsieur X, c'est promis. Non, on va trouver. On réserve des surprises pour la fin de l'année, vous verrez. Stéphane, ton coup de cœur, brièvement. Moi, ça va être très, très rapide. Moi, si vous êtes fan de Tesla, mais vous n'avez pas les moyens de vous en acheter une. T'as tout compris, Oui, voilà. On est beaucoup dans ce cas-là. Là, je sais bien. Donc voilà, comme vous êtes beaucoup, vous pouvez acheter le superchargeur pour votre smartphone. Il vient d'être mis en vente sur le site de Tesla hier. Un superchargeur Tesla, indispensable. Exactement. Et oui, et ça ressemble au superchargeur qu'il y a dans. C'est pas induction. Non. Ah, c'est un petit fil. Il est bien précisé pour $45, le petit câble USB d'Apple n'est pas fourni donc à la Tesla. Donc, mais c'était pour les fans de Tesla et ça m'a amusé. Merci Stéphane. De ton côté, Didier, ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur cette semaine, c'est le jeu StarCraft 2 que tu connais bien, Olivier, car tu es un joueur régulier. Non, je n'arrête pas. C'est bien connu. Et qui est devenu en fait free to play, c'est-à-dire gratuit. Tu peux jouer gratuitement à StarCraft 2, ce qui est quand même hyper cool, même en réseau et tout. C'est disponible sur Mac, voilà. Et il faudra quand même un Mac un petit peu performant, mais si tu veux tester le jeu, il y a la première campagne, voilà. Bon, c'est pas grave, il y a les Mac Pro qui arrivent en décembre, 5 000 €. Ça devrait tourner, j'espère. Ça devrait tourner. Merci Didier de ton côté. Laurent, ton coup de cœur, je crois que c'est ce que tu m'as posé sur mon bureau. Tout à fait. Moi, mon coup de cœur. Il décolle, il va se poser. C'est un drone de. Qu'est-ce que c'est cet engin ? Alors, c'est un drone dit de course, mais qui est fait pour les débutants. C'est un Amimon Falcor, qui est un drone qui a la spécificité d'être
prêt à voler, donc tout est compris dans la boîte. C'est une caméra devant, c'est ça ? Avec du FPV, effectivement, mais avec une nuance particulière, c'est que c'est du FPV en HD, et c'est encore aujourd'hui unique, mais ça devrait changer, car DJI a annoncé pas plus tard que ce matin un masque de FPV dédié au FPV Racing. Donc voilà, c'est vraiment un ils vont sortir leur racer, ils vont sortir leur drone de course là incessamment sous peu. Bien, moi j'ai aussi un petit drone, mais c'est un drone vraiment qui me faisait rêver quand j'étais tout gamin. Et regarde, il est arrivé, D2R2 est arrivé, c'est Noël bientôt. Alors c'est pas vraiment un drone, mais en tout cas c'est un drone gentil, c'est pas l'attaque des drones ou des clones. C'est le dernier Osmo Mobile, le dernier produit Osmo Mobile. Qu'est-ce que je raconte ? Le dernier Sphero, vous savez le système de je vais réussir à l'ouvrir, vous allez voir, on va vous balancer la vidéo, ce sera mieux. Le dernier Sphero, donc c'est le petit robot connecté de chez Sphero. On avait eu le dernier robot D2, le successeur du D2R2 dans le dernier Star Wars qui était arrivé l'année dernière. Voici le vrai D2R2 qui est là. Il se pilote intégralement à l'iPhone et on peut paramétrer, programmer. C'est très sympa. Par contre, le prix est très élevé, 199 €, ça fait mal. Mais le rêve devient réalité pour nous, les geeks qui rêvions de ce produit quand nous étions enfants. C'est plus un cadeau pour les grands et vraiment on peut téléguider et télécommander la plupart de ces fonctionnalités. Voilà, c'est la fin de ce 276e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission justement exceptionnelle. On reviendra sur ces petits produits, une émission exceptionnelle spéciale Noël. La fine équipe de RLM a réuni les 100 meilleurs cadeaux geeks à poser au pied du sapin. 100 cadeaux, vous allez voir, et on s'est vraiment cassé la tête cette année. Pas que des produits chers, des produits pour tous les budgets. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Messieurs, merci pour votre participation. Laurent, tu reviens quand tu veux ? Avec plaisir. Quant à nous, donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore pour votre fidélité. Au revoir.